Adi Chats, mes chers amis golfeurs, et bienvenue pour la première vidéo de 2023, totalement improvisée comme d'habitude, enfin improvisée. Conjonction de deux objets. Un livre dont je vais vous parler, The Greatest Player Who Never Lived, le plus grand joueur de golf qui n'ait jamais existé. Et puis ce Niblick que j'ai à l'atelier depuis plusieurs années, que j'avais un petit peu tapé comme ça, mais j'ai eu envie aujourd'hui d'aller au cœur de ce merveilleux outil. Je vous dirai plus ce que j'en pense et ses caractéristiques très intéressantes tout à l'heure à l'atelier. Mais commençons par ce livre. Et puis, vidéo qui me permet bien sûr de vous adresser tous mes voeux de bonheur, de santé, de réussite pour 2023. Je pense, j'en ai eu la confirmation ce matin, que cette chaîne YouTube de vidéos que j'ai depuis plusieurs années désormais, participe un petit peu à mon échelon de cette culture golfique. Et je sais que si vous la suivez, vous êtes friand justement, vous êtes demandeur de contenu différent. Et je suis assez honoré quand ce matin, par exemple, je le salue, un Arnaud m'appelle en me disant que ça fait des années qu'il suit ma chaîne et que apparemment il a envie que ça continue. Donc oui, évidemment ça continue. Puis je vais vous dire, si je n'avais même que 2 abonnés à ma chaîne, je continuerai à les faire parce que moi personnellement, je prends mon pied en les faisant. Et puis c'est une façon d'archiver certaines choses pour moi et de les revoir plus tard ou de les montrer à mes enfants. Alors ce livre que je tiens entre les mains, cadeau, superbe cadeau du Noël 2022 finalement. Merci Neil en Irlande de me l'avoir envoyé. Le plus grand joueur qui n'ait jamais existé. Alors là, les amis, on est pour moi au cœur de tout ce que j'aime, c'est-à-dire roman, fiction, bien écrit, assez palpitant, avec une vraie intrigue, et surtout qui repose sur des faits historiques de golf. Et en plus ici, on est vraiment dans le berceau du golf moderne, c'est-à-dire les années 20, les années 30. Enfin, en tout cas, l'histoire va raconter le livre va raconter cette époque-là. Mais le livre se situe bien après la mort de Bobby Jones, dans le cabinet d'avocat de Bobby Jones, puisque, comme vous le saviez, ou ne le saviez peut-être pas, Bobby Jones, atteint d'une grave maladie, met fin à cette brillantissime carrière amateur de golf que l'on connaît, pour devenir avocat et se consacrer à des affaires donc diverses et variées dans le pénal. Et en fait, nous sommes ici donc dans ce bureau avec un jeune stagiaire qui joue au golf et à qui on demande, c'est un stagiaire, à qui on demande, on ne sait pas trop quoi te confier, tu es trop jeune pour qu'on te confie un dossier. Mais par contre, au grenier, tu vas trouver des box avec des vieilles lettres, des vieux documents qui ont appartenu à Bobby Jones. Est-ce que tu peux, Robert Jones, est-ce que tu peux faire le tri dans ces documents, les organiser, etc., faire des fiches. Et ce jeune stagiaire, au milieu de toutes ces fiches personnelles, professionnelles, qui parlent autant de procès que de golf, que d'Augusta, puisque Bobby Jones a été l'un des fondateurs du Masters d'Augusta, donc on a plein de passages dans ce livre qui racontent les débuts d'Augusta, c'est fascinant. Et il va tomber sur une pépite, c'est-à-dire une correspondance très personnelle, dont personne n'était au courant, entre Bobby Jones et un joueur de golf dont personne n'a jamais entendu parler, d'où le titre, plus grand joueur de golf qui n'ait jamais vécu. En fait, il a vécu, sauf qu'il n'a jamais été médiatisé. Et pour cause, ce pauvre jeune joueur de golf, si talentueux, est accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Et Bobby Jones le croit, sur parole, très sincèrement, et comprend la frustration de ce jeune joueur, à peine 20 ans, doté d'un immense talent golfique, et qui a envie de jouer, et qui a envie de se mesurer, évidemment, à l'élite du golf de cette époque-là. Et donc Bobby Jones il va se faire l'entremetteur de matchs, un petit peu sous le manteau, avec tous ses copains, Sam Snead, Jen Sarazen, Walter Hagen, etc. Et à chaque fois, il va les battre. Il va leur mettre une bonne pilée, ce jeune joueur. Et il faut comprendre aussi qu'à cette époque-là, les joueurs de golf dont je parle, même les grands noms de cette époque-là, gagnaient relativement mal leur vie en gagnant des tournois. Ça n'a rien à voir avec le LIV qu'on connaît aujourd'hui. Bon, si je referme cette parenthèse, ou même le PGA,
Et donc les pros gagnaient leur vie essentiellement en donnant des cours, en faisant quelques petites apparitions à la télé, comme pour Bobby Jones par exemple. Il y a toute une série de vidéos en Californie. Mais surtout, ils gagnaient leur vie en faisant des paris. En faisant des paris. 1000 $ par-ci, 2000 $ par-là, le dimanche, avec leurs copains. C'était leur façon à eux de boucler leur fin de mois. Livre palpitant, je vous le conseille. Je vous dis pas la fin qui est assez incroyable de ce jeune joueur qui va battre tous les grands noms de l'époque sans que personne ne le sache. Émouvant et super intéressant d'un point de vue historique. Et du coup, je suis tombé là aussi, parfois le hasard fait bien les choses, sur ce Niblick. Alors, bon, je ne vais pas vous faire ici une vidéo sur les vieux clubs d'autrefois, mais Niblick, c'est un vieux nom gaélique. Nib, c'est du gaélique qui voudrait dire nose, qui veut dire nez, enfin bref, petit nez. Il y avait le Machi, il y avait le Brassy, enfin les clubs de golf portaient des noms. Et ensuite, on leur a donné des chiffres à partir des années 40 à peu près. Donc ici, on est vraiment dans l'époque, des Walter Hagen, Bobby Jones, etc., où ils jouaient ce type de club. Et celui-là, je l'ai à l'atelier depuis un bon bout de temps. Et j'ai eu envie vraiment, ce livre m'a donné envie de le jouer, de voir un peu ce qu'il avait dans le ventre. On dit de ce Niblick que c'était un club pour les courageux. Je vais vous montrer pourquoi on disait ça à l'époque. De toute façon, rien qu'à regarder la semelle, une lame de rasoir. Une lame de rasoir qui permet effectivement, ce club permettait de se sortir de situations très 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 improbables. Comprendre aussi qu'à l'époque, les fairways n'étaient pas aussi bien entretenus qu'aujourd'hui. Les roughs, j'en parle même pas. Et en Écosse, il était fréquent qu'ils jouent sur la route, qu'ils jouent dans des trous. Des trous comment on appelle ça, d'animaux, des traces de cochons, allez savoir. Donc voilà, cet outil a été fait pour se sortir de situations extrêmement compliquées. Niblick. Et après l'avoir joué ce matin et m'être rendu compte de ça, et je vais vous montrer un petit peu quelques coups qu'on peut faire avec. C'est vrai que si j'avais un 15e club à mettre dans le sac, celui-là, je le mettrais tout de suite. Et peut-être qu'un jour, si je dois jouer un parcours avec des roughs totalement insortables, genre 1 mètre de haut jusqu'au genou, voire jusqu'aux hanches, je vais peut-être ressortir le Niblick pour pouvoir extirper la balle de ces gros roughs. A tout de suite à l'atelier pour mieux comprendre les caractéristiques de ce club. Vous allez voir, c'est très intéressant. C'est un club qui a plus de 100 ans, mais qui a des caractéristiques ultra modernes, je trouve. Alors nous voici à l'atelier pour donc regarder de plus près ce fameux Niblick, hand-forged in Scotland, forgé à la main en Écosse. Voilà, il n'y a rien de plus de précisé, hein. Stainless, bon, c'est-à-dire c'est de l'acier inoxydable. Alors, ce club, c'est intéressant quand on le regarde avec des outils que je manipule chaque jour. On peut commencer par sa longueur déjà. Sa longueur, on peut constater que on est à 35,85 pouces, ce qui correspond pour moi à la longueur type d'un pitching wedge, 35-75. Donc déjà, primo, même longueur qu'un pitch moderne, 100 ans plus tard. Deuxio, si on regarde son équilibrage, ça c'est très intéressant. Très intéressant. On tombe pile à D5,4, ce qui là aussi est tout à fait dans la moyenne constatée d'un pitching wedge d'aujourd'hui. Un shaft en hickory, donc en bois, en érable, et puis cette tête très caractéristique de l'époque avec un long nez, long nose. Et ça c'est très intéressant parce que ce long nez permettait justement de relever le centre de gravité de ce club. Si je le compare avec un pitch, tiens, mon ancien pitch, regardez la différence en termes de hosel. Et ça permet beaucoup de jouer sur le centre de gravité de la tête. Donc un centre de gravité très haut, et on le sait, pour favoriser des trajectoires plutôt basses. Ensuite, la face est très intéressante. Très intéressante, cette face avec des stries qui sont tous sauf rectilignes par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Là aussi, il faut quand même comparer deux choses très très différentes. Une forme évidemment très très arrondie. Une forme très très arrondie.
Ça, c'est mon ancien pitch, hein, donc, vous voyez. Et puis surtout, des rainures très peu profondes. Enfin bref, en termes de spin, là, c'est zéro spin. Et on le comprend, puisque ce club était joué sur des links d'Écosse, dans le vent. Donc, je cherchais pas du tout du spin à cette époque-là, hein, au contraire. C'était vraiment, on jouait à faire des balles basses qui roulent. C'était un tout autre type de jeu d'approche. Ensuite, le loft est aussi très intéressant. Je me suis demandé ce matin quel était son loft. Bon, comme ça, quand on le pose par terre, on voit bien que c'est un loft de wedge, mais à combien précisément? Et quand on le mesure, en fait, ce club, alors je peux pas le rentrer parce que le shaft est trop épais, mais je vais le mesurer avec une autre machine. Avec une machine à tordre le lie, là on y arrive, je boum, voilà. Et là, de façon très précise, au passage, vous voyez, une machine que j'ai acquise il y a peu de temps. Ah, une Mitchell extrêmement précise. Regardez le système très, très mécanique pour mesurer le loft. En fait, boum, je le pose ici, pile contre le shaft. Et ici, j'arrive à lire le loft. Et ici, nous avons un loft de 41, 42, 44. 44 degrés de loft. Avec 44 degrés de loft, oui, pareil, il n'y a plus vraiment de standard, on le sait aujourd'hui, mais 44, moi, ça correspond à la moyenne actuelle des pitching wedge. Le mien est à 45, mais peu importe. Donc finalement, ce club qui a 100 ans a trois caractéristiques communes: longueur, swing weight et loft d'un pitching wedge de 2023. Donc ça, c'est assez intéressant à le souligner. Maintenant, ce qui est vraiment très 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 caractéristique, pour moi, c'est la semelle de ce club, avec quasiment pas de bounce. Et puis, je veux dire, c'est une véritable lame de rasoir, très très longue, un léger offset. Et ça, effectivement, cette finesse de lame permet effectivement, ça je vais vous le montrer tout de suite, de se sortir de lies très compliqués, des lies très très durs, bien sûr. Surtout pas jouer ça dans du mou, par contre, hein. Dans du mou, ça s'enfonce totalement. Pardon. Mais pour des lies très secs et pour se sortir de broussailles, de trous, enfin bref, de coups improbables. Et comme je vous le disais précédemment, ce club, si j'avais droit à 15 dans mon sac, je pense qu'il serait dedans tout de suite. Ou alors sur des parcours qui nécessitent, qui ont des bordures de fairway très délicates. On peut penser au golf national, peut-être, en Ile-de-France. Voilà, ce type de parcours où on le sait, si on s'égare, on peut prendre très très cher. A tout de suite pour la suite, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec des lies très improbables avec ce niblick. A tout de suite. Alors, premier scénario ici, on est sur un chemin de gravier, hein. Alors, je l'ai laissé poser légèrement sur de l'herbe, mais c'est vraiment du béton dessous. Donc, pour symboliser un lie très très dur. Et ce coup-là, je vais le jouer là-bas. Et ce coup-là, donc effectivement, avec ce club, va passer sans problème. Sans problème, c'est l'effet lame de rasoir dont je vous parlais. Donc, je ne sais pas, pour faire un coup d'une quinzaine, vingtaine de mètres, on va s'en sortir, mais vraiment sans problème. Alors, très agréable ce léger grip en cuir. Comme je le disais, le fait qu'on peut baisser ses mains beaucoup sur le club. Alors moi, je suis quelqu'un qui aime plutôt jouer haut par rapport à mon dos, mais très agréable comme sensation. Et là, on va s'en sortir sans problème. Touc, vous voyez comme je l'ai pincé cette balle, sans problème. Là, j'ai fait 30 mètres à peu près. Sans problème. Vous pouvez venir voir le divot. Le divot que ça a généré. Voilà. Un joli petit divot sur un sol constitué de gravier, hein. Alors ensuite, on peut s'en faire une deuxième. Voyons, là, c'est pas ce qui manque, hein, dans des très hautes herbes. Tiens, ici, par exemple, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Boum, là, celle-là, elle est à peine visible, hein. Alors, deuxième cas de figure, une balle à peine totalement enfoncée dans des hautes herbes. On va imaginer un green, pareil, à 30 mètres à peu près. Et là, il faut la sortir, hein. Là, il faut la sortir, il faut avoir soit des sacrés poignets à la Sergio Garcia, soit effectivement un outil comme le niblick qui devrait, sans trop chercher, hein, à extirper cette balle. Par cet effet, encore une fois, de très faible bounce, lame de rasoir. Allons-y pour, je sais pas, 30 mètres à peu près. Voilà. Elle est sortie toute seule, hein, sans un grand effort de ma part.
Venez voir le niveau que ça a fait, c'est assez considérable. Ça, jamais je pourrais le faire avec un pitch moderne. Hein. Je pourrais le faire, mais là, j'ai mis juste un tout petit coup de poignet pour la sortir. Donc voilà, 2 exemples caractéristiques de ce Niblick. Un outil très intéressant. Alors c'est comme je le disais, c'est sûr qu'en termes de spin, faut pas du tout le chercher. Hein. C'est pas avec ça qu'on va spinner une balle. Mais c'est vrai qu'on retrouve quand même des sensations un petit peu différentes de mes wedges, parce que moi j'ai sans doute, je peux pas le démonter ce club. Je ne sais pas combien pèse cette tête. J'aurais beaucoup aimé savoir combien elle pèse. Moi je pense qu'elle pèse moins de 300 grammes, avec en revanche un shaft Icori qui doit peser 120-130 grammes facile. Et puis dernière chose à remarquer aussi, l'épaisseur de ce shaft, notamment en bas. Pour ceux qui suivent mes vidéos, je vous ai expliqué la corrélation qu'il y a entre le diamètre d'un shaft et sa flexibilité. En gros, plus un shaft est fin, plus il est souple, plus un shaft est épais, plus il est raide. Ici, je peux vous garantir qu'avec cette épaisseur de shaft, ça a l'air de rien, mais il est 30% plus large qu'un shaft en acier classique. Hein. Ça forcément, ça aide aussi en termes de stabilité, et ça aide évidemment à maintenir des trajectoires basses. Voilà, c'est vraiment un shaft, un club, pardon, qui a été conçu, et pourtant, c'était il y a 100 ans, hein. C'était il y a 100 ans, vous voyez, les ingénieurs de l'époque avaient compris cette importance d'avoir un shaft. Ici, il est parfaitement homogène, il n'est pas du tout conique ce shaft, et puis il s'épaissit à la fin. Aujourd'hui, c'est l'inverse, hein. On a des shafts qui sont épais et de plus en plus fins. Bon, donc voilà ce qui est remarquable à signaler dans ce club par rapport à des clubs modernes. En revanche, à nouveau, je m'y retrouve totalement en termes de longueur de club, de loft et d'équilibrage. Je me sens très bien avec ce club. Voilà. Lame de rasoir qui permet de se sortir de situations très périlleuses ou sur des sols très 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 durs. Merci de votre écoute pour cette première vidéo. Il y en aura d'autres. L'année 2023 sera riche prochainement de vidéos sur des nouveautés. Et je pense qu'il y aura notamment beaucoup de choses à dire sur les prochains clubs de Tom Wichon. Je pense qu'on peut le dire, ce sont probablement ses derniers designs. Tom, ça fait au moins 4-5 ans qu'il m'en parle. Nouveaux drivers, nouveaux hybrides, nouveaux fers. J'ai eu la sensation qu'il voulait donner tout son héritage, tout son arsenal de savoir dans ses clubs. Moi je sais, le connaissant, que c'est quelqu'un qui ne lance de toute façon des nouveaux modèles que s'ils apportent quelque chose de nouveau, de neuf, de remarquable. Donc, année 2023, année Tom Wichon. J'en fais le pari et on verra ça au fur et à mesure de l'année. A très bientôt et merci de votre écoute.